On va commencer. Donc, le sujet aujourd'hui, évidemment, vous avez compris, c'est la trilogie que vous avez pu voir. Donc, ces trois films, le premier qui date de 2001, qui s'appelle The Eye of the Day, qui commence à nous parler un peu à Jakarta de cette famille, beaucoup sur la grand-mère et son fils. Et puis après, vous avez les deux autres films, The Shape of the Moon et Position Among the Stars, qui là nous développent un petit peu ces deux personnages et qui font apparaître notamment cette nièce qui s'appelle Tari, avec tout l'intérêt de s'intéresser à travers un personnage de chaque génération, un peu comment tout ça évolue dans la société de Jakarta, dans ce quartier, qui n'est pas un bidonville, mais qui est en même temps très pauvre, et qui nous permet d'avoir un regard très intime sur ces personnes, avec, comme vous l'avez sans doute senti, un regard très bienveillant, très sensible de Léonard sur ces trois personnages. Voilà. Bon, pour commencer, question traditionnelle, donc je ne prends pas beaucoup de risques. Moi, je voudrais juste savoir qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser à cette famille à Jakarta? Qu'est-ce qui a déclenché ton envie de t'intéresser sur 10 ans? Parce que le premier, c'est 2001. Le deuxième, c'est quelques années plus tard, je ne me rappelle pas. Mais le troisième, c'est 2011. Donc sur 10 ans, tu t'intéresses à la destinée un peu de cette famille. Qu'est-ce qui fait que tu les as choisis dans ce quartier-là, dans cette position sociale-là? Well, thank you very much. Actually, I was really interested in Indonesia. The first time I was in Indonesia was in 1990, and I wanted to show the people, because I noticed that actually it's such a big country, so many islands and so many people living there, fourth largest country or largest nation in the world, but the rest of the world didn't know about it. And I am half Indonesian, half Dutch, so I really thought people should more know about it. So that was my first entrance. Alors, merci beaucoup. Il marche le micro? Ouais. Merci beaucoup. La première fois que je suis allée en Indonésie, c'était en 1990. Et j'ai été très étonnée de découvrir cet immense pays, qui est le 4e plus grand pays au monde. Right? The fourth biggest country in the world? Fourth, yeah. Et moi, je suis à moitié indonésien. Et j'ai eu envie de montrer ce pays, de le montrer au monde. So I applied for funding in the Netherlands, and because of this 50 years of independence in 1995, I got a research subsidy to go there and find out how I could make a portrait of this country. Et donc j'ai fait des demandes de subventions aux Pays-Bas. Et comme en 1995 c'était le 50e anniversaire de l'indépendance, j'ai eu effectivement des subventions pour aller faire des recherches là-bas et voir comment je pouvais faire le portrait de ce pays. I saw that it's actually a kind of fake democracy with this dictator Suharto, and there were many activists, and I became friends with them, and I start following them and portraying them. Et je me suis rendu compte que c'était une fausse démocratie avec ce dictateur Suharto. Et j'ai rencontré des militants et j'ai commencé à me faire amie avec eux et à les suivre et à en faire le portrait. But then I was involved in a demonstration against Suharto, and I was shooting that, filming that, but I got caught and they put me in prison. 4 days I managed to get the Dutch embassy informed, so because the students they also helped me with that, and so they kicked me out after 4 days, and I could not come back actually. Et j'ai participé à une manifestation contre Suharto
Et je l'ai filmé également, et j'ai donc été arrêtée pendant 4 jours. J'ai réussi à mobiliser l'ambassade des Pays-Bas, et au bout de 4 jours, j'ai été expulsée du pays, et avec l'interdiction d'y revenir. 2 years later, I still wanted to do that. There was a big crisis going on. I wanted to go back there. I was still persona non grata, but I had sent my brother there, who could also speak Indonesian, and he managed to get the right people and get an autograph from the right people to get rid of my persona non grata ship. 2 ans plus tard, j'avais toujours envie d'aller là-bas, et j'étais toujours persona non grata. Mais j'ai réussi à y envoyer mon frère qui parle aussi indonésien et qui a réussi à rencontrer la bonne personne et avoir la bonne signature pour que je puisse à nouveau y retourner. But in that time it suddenly became big news, the whole world, that Suharto and the students, there's a revolt of the students against the Suharto. So ECN and BBC, they all were there covering actually something what I wanted to do, the stories of the students. Mais à ce moment-là, c'était devenu des informations qui circulaient dans le monde entier, qu'il y avait des révoltes étudiantes contre Suharto, et donc les télévisions comme CNN ou la BBC étaient en train de faire des reportages sur ce que moi je voulais montrer, qui étaient les révoltes étudiantes. So actually my story was already told, and I really thought this is a hassle. So, but then I had my assistant Bhakti, who was driving me around on a motorbike, and when I came at his home, I saw that in a nutshell what was happening in his family was a kind of the same thing as what was happening in a nutshell. I mean, in a nutshell, there was the same thing happening as what was happening in the whole country. Et donc mon sujet était déjà pris, mais à ce moment-là, mon assistant qui s'appelle Bhakti et qui m'emmenait partout en mobilette m'a amené dans sa famille, et je me suis rendu compte que ce qui se passait dans sa famille était en résumé à une plus petite échelle la même chose que ce qui se passait dans le pays. That's why I focused on this family. Et c'est pour ça que je me suis focalisée sur cette famille. Et donc tu as découvert d'emblée les 2 personnages qui sont au début du film, qui sont cette grand-mère et son fils, ou toute sa famille, puisqu'il y a aussi I met the grandmother in the village where my mother was born, because she comes from there. And I went to that village after my mother passed away, and to give the message that what had happened. That was in 1990. So 5 years later, I came back and met with Omija and Bhakti and Dari. J'ai rencontré la grand-mère parce qu'elle vient du village où ma mère est née. Et en 1990, quand ma mère est décédée, je suis allée dans le village pour les informer de ce qui s'était passé. Et j'y suis retournée 5 ans plus tard, et c'est là que j'ai rencontré le reste de la famille. Et comment, à partir de simplement cette rencontre avec cette famille ou cette grand-mère, il t'a semblé que tu pouvais avoir un projet de film qui corresponde à cette volonté de raconter l'Indonésie ou l'histoire de l'Indonésie contemporaine? Actually, I really decided to go and tell her story during editing. Because then we found out that the kind of footage what I shot in this family was most interesting. Even though I've shot many other people, I've shot many other places, I've been living on a garbage belt to make a whole portrait of that. I shoot 200 hours of footage in those days. But when I found that she and Bosan and they are actually my story, I only focused on them. It was actually in the editing that I found out. En fait, je me suis rendu compte que le sujet de mon film, ce serait la grand-mère au moment du montage. Parce que j'avais énormément de filmé beaucoup de choses, des choses plus larges. Sur les décharges. J'avais filmé une décharge, énormément de choses. Et en fait, c'est au moment du montage que je me suis rendu compte que l'histoire de la grand-mère et de la famille, c'était ce qui était le plus intéressant, et ce serait le sujet de mon film. Comment
comment le premier contact avec cette grand-mère, alors, à qui tu expliques que tu vas venir la filmer chez elle en y passant du temps. Tu as passé beaucoup de temps en repérage avec elle avant de commencer à tourner, ou c'est quelque chose qui est venu tout de suite, où tu as filmé tout ce qui se passait, qui t'intéressait? Well, I met the grandmother in a little village in the middle of Java, where my mother was born. But she was there with her husband, who was still alive by then. And her husband was much older than she was, and he still spoke a little bit Dutch. So that was my first connection. Oui, donc j'ai d'abord rencontré la grand-mère, non pas à Jakarta, mais dans le centre de Java, dans un petit village. Et à l'époque, son mari était encore vivant, et étant beaucoup plus âgé qu'elle, il savait encore à peu près parler néerlandais. Sur le premier film, on est sur un film où il me semble que tu t'intéresses à elle, à son fils, mais aussi beaucoup aux événements, notamment les manifestations, où on est beaucoup plus un peu sur la vie de Jakarta et cette famille. Et sur les deux autres films de cette trilogie, on est plutôt à l'inverse, c'est-à-dire qu'on est beaucoup avec la famille, on passe du temps, on les rencontre, avec la petite fille qui arrive, il y a une vraie évolution de ton écriture documentaire entre ce premier film et les deux autres épisodes un peu de cette trilogie. Yes, that's true. For me, in the first film, many things were new to me, so I just focused on everything what drew my interest. So, and also in those days, it was during the turbulence of the Reformatie, they called it there were so many things happening that I just followed everything what a little bit drew my interest. And that's why, and later on, of course, you learn to know them better. So instead of getting more footage on other things and try, just go deeper into it. So the second one is deeper, and the third one is even more deep in their personal lives. C'est vrai que pendant le premier film, tout était nouveau pour moi, et donc j'ai eu tendance à tout se concentrer sur un petit peu ce qui moi m'intéressait personnellement. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il y avait énormément de troubles politiques autour de ce qu'on a appelé la réformatie, la réforme si vous voulez, et il se passait beaucoup de choses. Donc, et c'est vrai que dans les deux autres films, par contre, le but c'est de les connaître de plus en plus profondément, dans le deuxième et encore plus dans le troisième, de rentrer plus profondément dans l'intimité de ces gens. Est-ce que ça veut dire aussi que dans ta découverte un peu de Jakarta et de cette famille, il y a aussi une découverte du documentaire ou d'une écriture documentaire qui était de plus en plus, pour toi, elle était de plus en plus précise, ta volonté de faire du documentaire sur les gens, en étant avec les gens, sans forcément s'intéresser moins à tout cet environnement. Yes, this desire was growing because, well, it's actually, I just wanted to shoot it according to my own perception. So the moment, it's also when you know people, the moment you know people better, you also go deeper in their life, you need to know more details, you go literally and finding more details. Like in Eye of the Day, you see also animals, you see a snake, you see cats and everything, but in the last film you even see cockroaches interacting with each other. So that also symbolized what I did. So physically going in smaller, more microcosmos. So that's also what I wanted to just go deeper, penetrate and show it more as if you're looking with the microscope on that. Oui, c'est vrai, ce désir a été grandissant, ça a accompagné ma perception des choses,
l'idée de connaître de mieux en mieux et de rentrer de plus en plus dans le détail. Et d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué qu'au fur et à mesure de mes films, au début on voit des animaux comme des poules, des chats, etc. Mais petit à petit, on va même jusqu'à avoir des cafards et le point de vue du cafard. Donc l'idée c'est de rentrer à la fois dans le microcosme de cette famille, et ça s'accompagne aussi d'autres microcosmes, y compris animaux, comme pour pénétrer le plus profondément possible. So in order to explain this, always when I make a film, I try to have in the first shot, or otherwise in one of the first shot, one shot that really explain how to look at the film. Like for instance in Eye of the Day, you have that you see the belly of man. You don't see the belly, you see something moving, and then I tilt up and you see the man in the face. So I wanted to show that I want to be close to the skin of people, literally. Par exemple, à chaque début de mes films, les premiers plans expliquent, en gros, par l'image, comment je veux qu'on regarde le film par la suite. Et si vous avez vu Eye of the Day, vous remarquerez que je commence par un plan qui se concentre sur le ventre du personnage et comment les mouvements de ce ventre, et petit à petit, je remonte vers son visage. Et en gros, ça vous explique comment je veux qu'on regarde ce film par la suite. The Shape of the Moon, it starts with a little light in the black field, and you go closer and closer. People think it is the moon, but it appears to be the inside of a tunnel turning around. And that, for me, I actually want to tell that things can be different than you at the first hand would think it would be. Dans Shape of the Moon, si vous l'avez vu, vous voyez qu'il y a au début une petite lumière dans un grand champ noir. On pourrait croire que c'est la lune, et petit à petit on se rend compte que c'est l'intérieur d'un tunnel qui brille. Et donc c'est une manière de dire les choses ne sont pas toujours comme on pourrait penser qu'elles le sont au premier regard. And in Position Among the Stars, you see stars. You think that are stars, and then slowly it appeared to be the dewdrops in a rice field. Actually, for me, I wanted to show you that in this film, actually, we are looking at a microcosmos, but we are representing a microcosmos. Because first you think you're looking at the microcosmos, but it appeared to be a microcosmos. So in that way, I wanted to make this link. Dans la Position Among the Stars, au début, les premiers plans, ce sont des gouttes de rosée qui sont posées sur dans une rizière au matin, et c'est pour montrer qu'on pense qu'il va s'agir d'un macrocosme, mais non, en fait, c'est bien d'un microcosme qui va s'agir. Avant de vous donner le micro ou de voir si vous avez des questions, je voudrais juste savoir ton parcours, comment le documentaire arrive dans ton parcours de cinéaste. Je crois que tu as fait un peu de fiction, tu as fait une école de cinéma, tu as fait un premier film de fiction et tu es arrivé sur le documentaire. Donc, comment le documentaire s'inscrit un peu dans ta cinématographie? Well, I started at the film school and I finished the film school as a fiction director, editor and scriptwriter, and after that I worked on commercials actually and designing shots. But I switched to documentary because in Holland in those days you could not make a living making fiction films, and also because I grew up in the 70s, and in the 70s the most films which were box office were Fellini, Visconti, Antonioni, Sergio Leone, were Italian films which were politically engaged and also socially engaged, but also films like All the President's Men or Dog Day Afternoon. All these things had always social and political issues in it. So I wanted to make a filmmaker, I wanted to do that also. Only I became a filmmaker just after the perestroika, so after the Cold War. So nobody was interested in films with a message anymore. And there were even filmmakers say, well, message,
that it became actually a dirty word if you want to have a message in the film. But then I noticed that still in documentaries you were allowed to have a message. So that's why I switched. Oui, j'ai effectivement commencé par une école de cinéma et je suis sorti donc avec un diplôme qui me permettait en fiction d'être réalisateur, d'être monteur et d'être scénariste. J'ai même aussi commencé par travailler dans la publicité. Et ce qui m'a amené au documentaire, c'est plusieurs raisons, mais entre autres le fait que la fiction, vivre de la fiction aux Pays-Bas, c'est pratiquement impossible, d'en faire son métier pour en vivre. Et puis aussi, j'ai grandi dans les années 1970 et tous les grands films à succès de l'époque, en tout cas pour moi, ce sont les films en particulier italiens. Il vous a donné quelques noms, Fellini, Visconti. Je n'ai pas eu tous le loisir de les écrire, mais c'est la même chose en français à peu près. Et tous ces films en particulier italiens, Les Hommes du Président aussi, etc., avaient un contenu à la fois social et politique. Et moi aussi, ça m'intéressait de pouvoir avoir cette dualité dans mon propre cinéma. Mais je suis né, j'ai grandi après la perestroïka plutôt, et après j'ai commencé à travailler dans un contexte de post-guerre froide, et c'était une époque où le message, avoir un film à message, c'était presque devenu un gros mot, en tout cas en fiction. Et par contre, dans ce qui était documentaire, ça continuait à être autorisé. Merci pour ces explications, merci aussi pour vos productions que j'admire. Du fait de votre origine, qui n'est pas exclusivement européenne et qui est marquée par une autre dimension culturelle, vous débarquez en Indonésie avec la connaissance que vous pouviez en avoir. Et vous arrivez en Indonésie dans un monde que ne pouvez que découvrir malgré cette culture antérieure. Et comme c'est toujours le cas en Indonésie, l'Indonésie n'est pas simplement ce qu'elle montre d'elle-même, c'est-à-dire les ombres que l'on voit données par le wayang à l'écran. Elle est aussi l'autre côté du théâtre de marionnettes, celle où l'on voit le dos du wayang et la réalité des marionnettes, et non pas leur ombre. Mais vous découvrez aussi que la réalité du vécu de l'Indonésie ne se trouve ni devant, ni derrière. Le plus souvent, c'est quelque part sur les tranches. Alors, de ce que j'ai vu de votre production, la situation dans laquelle vous trouvez actuellement me laisse penser qu'il y a une énorme quantité du non-dit dans votre production. Quelle est cette part que l'on voudrait découvrir maintenant? Yes, there's a lot of things. One of the reasons also why I wanted to make this film in Indonesia, because when I first came there were so many things I recognized of myself, things where I thought, oh, this is me, this is only because I'm like that. Because I live in Holland with all the Dutch people. People don't understand my jokes, for instance. In Indonesia, everybody likes my jokes. They have the same kind of humor. But also the way I was driving my car. In Holland, people really drive, how can you see the way I'm going? They see it as very risky, but one way or another, I know there's a car there, and you know how to do it, and you go around, and that's how they also were driving in Indonesia, and many other things. Then, so that's why I had this recognition. Also, so in body language, how you express and understanding what actually somebody wants or does. All these things were actually what I grew up with in Holland, because I come from a very big family actually. Oui, une des raisons qui m'a poussée à m'intéresser à l'Indonésie, c'est que quand j'y suis allée, je me suis reconnue dans ce que je voyais. Des choses que avant je pensais qui étaient juste à moi,
j'ai reconnu qu'elles étaient partagées. Par exemple, les blagues alors aux Pays-Bas, personne ne rit à mes blagues, alors qu'en Indonésie, oui. Ou la manière dont je conduis. Alors, aux Pays-Bas, tout le monde pense que je conduis n'importe comment et que c'est dangereux, mais en fait, je sais que si je vais là-bas, par là-bas, en faisant comme ça, ça va marcher. Et en Indonésie, je me suis rendu compte que c'était la façon dont ils conduisaient. Et voilà, c'est tout des choses avec lesquelles j'ai grandi. Et aussi le langage corporel, savoir ce qu'une personne veut. Moi, c'était un truc que j'avais et que j'ai retrouvé là-bas. Et c'est aussi que je viens d'une grande famille. All my older brothers and sisters were born in Indonesia after World War II. And so that of 7 actually born in Indonesia, and my younger sister and younger brother were born in the Netherlands. So a big part of my family came from there. So we lived as like a little Indonesian community in Holland, and especially in a stupid city like Tilburg. That's a city where there were they just came cold from the Cold War, and some still has a lot of discrimination, what I noticed also in the time that I grew up. So one way or another we had each other, but we learned also the whole interaction, human interaction together like that. And I recognized it when I came back to go for the first time to Indonesia. So that is probably the thing that you see in my films. Donc je viens d'une grande famille et 7 de mes plus vieux, mes frères et sœurs aînés, 7 d'entre eux sont nés en Indonésie après la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, ma plus grande sœur, moi et mon petit frère, on est nés aux Pays-Bas. Et donc on est venus et on a fait comme une petite communauté indonésienne entre nous. Et surtout dans une ville stupide comme Tilburg, où on a grandi et où les gens vivaient encore dans l'idée de la guerre froide. Et j'ai été témoin de beaucoup de discrimination. Voilà, du coup ces situations-là que j'avais vécues dans ma famille, c'est ce que j'ai reconnu quand je suis allée pour la première fois en Indonésie. Si, bonjour. Moi j'ai une question très concrète sur le montage, votre travail au montage. Vous nous disiez sur le 3e volet du film avoir tourné pendant 14 mois, parfois à plusieurs caméras. Et je voulais savoir concrètement comment vous organisiez, vous, dans votre travail et avec votre monteur, pour si vous commencez pendant le tournage, combien de temps ça vous prend, comment vous procédez pour l'écriture. Well, when it comes to the story itself, it is done in the editing, during the editing. But of course, I'm not shooting just in the wild. I knew I had to follow this family and focus on only 3 things. That was politics, religion, and economy. So only I would shoot if something related to that would happen in that family. And I also knew that in that year, the granddaughter would graduate, and I knew that also that for that the boy Bhakti, he wanted to bring the grandmother back to the city to deal with her, because he became a nuisance for him. So I knew these ingredients, and what would happen I didn't know, but I just thought I just follow them for as long as it takes. And what you then do is you keep on shooting until you think, I have seen a good beginning, I have seen a good end, and a good middle. So, and it doesn't have to be in the following order of beginning, middle, and end during that time span, but at least that you see certain things happen, and then you know. Then I knew I can stop shooting.
Oui, alors mon histoire, je l'ai que au moment du montage, ça c'est sûr. Et pour autant, ça ne veut pas dire que je filme n'importe quoi comme ça arrive. Non, je savais que j'allais suivre cette famille. Je savais aussi que j'avais 3 intérêts principaux qui étaient politique, religion et économie. Et donc je ne mettais ma caméra en route que si je savais qu'il se passait quelque chose lié à ces thèmes dans la famille. Je savais aussi que pendant le temps où j'y étais, la petite fille allait passer un diplôme ou finir l'école. Et je savais aussi que Bhakti voulait ramener la grand-mère en ville pour s'occuper d'elle. Voilà, j'avais ces ingrédients. Après, qu'est-ce qui allait se passer, je ne savais pas. Et l'idée, c'est de continuer à filmer jusqu'à ce que je me dise « Ah, là, j'ai un bon début, là, j'ai une bonne fin, et là, j'ai du contenu. » C'est pas forcément dans cet ordre-là, début, milieu, fin, mais je sais que là, j'ai ce qu'il faut pour faire un film, et c'est tout. And then in editing, it took us about a year. But in editing, I knew that I did not want to show the editor all the footage, because I had 400 hours of footage. So, but I knew which scenes were the best. I knew which moments were the best. So I only took the best moments and I showed that to them. I first showed one and then don't say anything of him, how to interpret it and everything. Just look at it. And then he tells me, like a psychiatrist, what I was thinking and feeling and what it does to him. Then I think, okay, this is the right one. And because of him, his reaction, I knew which next scene I could show him. So that was in that kind of interaction. Oui, alors le montage m'a pris une année, ou a pris une année en plus. Et je savais que j'allais pas tout montrer au monteur, parce que j'avais 400 heures de rush. Donc, mais je savais quelle scène était intéressante, quel moment était intéressant. Et donc j'ai choisi ce que je montrais au monteur, sans lui dire ce que je voulais qu'il voie, où était mon intention, je l'ai juste montré. Et ensuite, il regarde ces moments et il me dit comme une sorte de petit canaliste ce que je voulais dire, quelle était mon intention, qu'est-ce que je cherchais dans ces moments-là. Et à partir de ces réactions, je décide quels autres moments lui montrer. Et voilà, ça se fait comme ça. Est-ce qu'il y avait au départ un scénario ou pas? Parce que sur les génériques, on mentionne un scénario, mais est-ce que le scénario finalement c'est après coup ou il y avait une idée au départ? Vous avez dit très bien ce qui vous intéressait et pas, hein, politique, religion, économie. Enfin, c'est pas assez, on ne peut pas appeler ça un scénario. Quoi. Well, there was not a script written in the beginning, and the writing in the end was actually the editing, planning the editing in interaction actually with my producer. I had most interaction with her because she had seen almost all the footage. My editor only what I showed him, and with her in her interaction we knew how to build the story. And the good thing is, nowadays in Holland, if you apply for funding, you don't have to write the whole script for a documentary. You give something like a film plan, an idea, and that you know what kind of footage you will get, and then you can get your funding as long as you can be clear that what you're talking about, and that you know what you're talking about. But that's now, not at the time. When you were making the film? Well, the thing is that maybe you translate this one. He's asking in English actually. Yeah, Oh, yeah. This is now, but at the time it was not this. Oh yes. No, well, in Position Among the Stars, it was the case. Shape of the Moon was very difficult for me to get funding, so I had to pay from my own pocket. So that's why
it was very difficult. But because of the crisis in Indonesia, things were cheap, so I could cope with it. But it took me, the thing is, you know, time is money. That means if you don't have money, but you have time, you can do the same thing. Okay. Donc non, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de script. L'écriture, en fait, c'est au moment du montage. Donc, comme je l'ai dit, j'avais montré au monteur certaines scènes, comme ça, le travail que j'ai décrit. Et ma productrice aussi avait vu quasiment tout ce que j'avais filmé. Et à trois, comme ça, on a décidé petit à petit de l'histoire, de ce qui allait se passer dans le film. L'autre chose, c'est que pour avoir des subventions aux Pays-Bas, on n'a pas besoin de présenter un scénario. Il faut présenter comme un plan, une idée de projet de film, avec un peu, si on est assez clair sur ce qu'on veut obtenir, quel type d'image et qu'est-ce qu'on va chercher, ça peut marcher d'avoir des subventions. Donc après la question ça a été, oui mais pas à l'époque, c'était pas comme ça les subventions à l'époque. Alors pour Position Among the Stars, le troisième de la trilogie, si, donc ça a été ok. Par contre pour le deuxième, ça a été très compliqué d'avoir des subventions, donc j'ai dû payer de ma poche. Mais à l'époque c'était la crise en Indonésie, du coup les choses étaient moins chères, la vie était moins chère là-bas. Donc c'était aussi faisable. Et bien sûr, comme on dit, le temps c'est de l'argent. Donc quand on n'a pas d'argent et qu'on a beaucoup de temps, on peut faire la même chose. Je voulais savoir un peu quelles étaient vos références cinématographiques, parce que ce que j'ai tellement aimé dans vos films, c'est qu'il y a un côté à la fois... vous magnifiez vos personnages, il y a beaucoup de plans séquences, beaucoup de contre-plongées, notamment sur la grand-mère. Et je voulais savoir s'il y avait une école, enfin, je sais quels étaient vos pères cinématographiques. Voilà, ça m'intéresse de savoir. Well, I'm always very inspired when I see films from Stanley Kubrick, fiction films, or the direct cinema heroes like Weissman, Leacock, Pennebaker. But also Leni Riefenstahl, because she really knew how you can do, how strong an image can be. Of course, you can do it for the bad, what she did, but you can also do it for the good. So that a little bit of what inspires me, and of course, but of course also many figures like, for instance, Koyaanisqatsi, films like that. I like it that you only see images. Je traduis, surtout que je n'ai pas la moitié des noms. J'espère que vous allez m'aider. Du coup, bien sûr, Stanley Kubrick, mais aussi les grandes figures du cinéma direct comme Weissman. Et aussi Leni Riefenstahl, qui est le cinéaste du Troisième Reich. C'est celle qui a fait les films sur le Troisième Reich. Avec tout ce qu'il y a du coup de mauvais dedans, mais aussi ce qu'il y a de bon. Et d'autres noms comme... Les Japonais. Moi, je voulais poser une question par rapport à votre façon de travailler avec vos personnages. Parce que vous arrivez presque à ce qu'on ait l'impression que c'est un film de fiction, parce que les dialogues sont excellents. Or, on sait que quand on parle dans la vie quotidienne, on a des phrases qui vont dans tous les sens, et pour juste repérer la phrase que vous allez mettre au cinéma, c'est quasiment impossible dans le documentaire, je dirais. Or, vous arrivez à avoir juste les dialogues qui sont dans une fluidité parfaite, telle qu'on pourrait être dans la fiction. Alors, comment vous faites? Vous filmez tout le temps les gens et après vous repérez la phrase qui vous intéresse? Pour moi, c'est une énigme. Yes, of course, what I do is I try to be part of the situation itself.
be inside their discussion, not actively talking with them, but really going into the situation and using camera movements to go from one to another and go around, and then in that way, every second of the way what I'm shooting, every second you can potentially use. That also counts for sound. If somebody says something, I said, wow, this is a good quote. And I know that somebody, especially in discussion, when somebody comes with a good quote, he will repeat themselves. Especially someone like Bhakti, I know he will do that. Okay. And the time span a scene always is, it's mostly longer than an hour when they are discussing. So, but I'm filming all the time. That's why I end up with so many hours of footage. But I'm there all the time, moving around, going from one to another, orbiting around the people in order to capture everything. And then you will see that everything have said, there are always a number of good quotes which you can use, and you can just build your story out of these good quotes together. It's just a complete puzzle. That's why it takes a whole year to edit it. And so, yeah, but that's all the part of the game of filmmaking. Oui, en fait, c'est plus ou moins ce que je fais. Je fais partie de la situation que je filme. Je suis à l'intérieur de la discussion, mais pas en participant de manière... j'ouvre pas la bouche, quoi. Mais par contre, ce que je fais, c'est que je suis tout le temps en mouvement, tout le temps autour d'eux, en orbite autour d'eux. Et je sais que chaque seconde est potentiellement utilisable, non seulement au niveau image, mais aussi au niveau son. Et je sais aussi que quand on entendra un bon mot ou une bonne citation, on va dire, eh bien, il y a de grandes chances qu'elle se répète à un moment donné. Surtout avec un personnage comme Bhakti qui est coutumier du fait. Et puis il ne faut pas oublier non plus que pendant que je filme, le temps que vous voyez comme un dialogue assez court, ça peut avoir pris 1 heure en fait. Puisque je suis toujours en train d'essayer de capter, d'attraper tout ce que je peux. Donc je sais toujours qu'un jour, à un moment donné, il va y avoir un bon mot que je vais pouvoir, autour duquel je vais pouvoir construire ma scène. Donc vous imaginez bien qu'à la fin, ça fait un immense puzzle, et c'est pour ça que ce puzzle est si long à monter après. Quel a été l'accueil de vos films, notamment aux Pays-Bas et surtout en Indonésie? L'accueil par la critique, mais surtout par le grand public. Merci. Yeah, they were very good received in the Netherlands and also outside, and it had theater releases in many countries. I know it went very well in the UK and in Australia, and also in Holland, because in Holland there are so many people who are descendant from Indonesia, who were actually they were kicked out of the country. It's in the 50s, so and spread all over the world actually. So one way or another, I have a market of people who still are interested in my films. Indonesia, it was not, of course it was only screened at film festivals in Indonesia, and there was a lot written about it, but it was not really released in the cinemas, and because they don't show documentaries in cinemas, and I have to pay in order to get it in the cinema. I even would have to pay to get it on television, because that's their policy, that's the way how it works in the free market economy as Indonesia. So, but it is a good being sold on the black market in Indonesia. That's what I know. La réception a été très bonne en Occident, en particulier aux Pays-Bas bien entendu, mais aussi ailleurs, par exemple au Royaume-Uni ou en Australie, et dans beaucoup d'autres pays, parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de descendants d'Indonésiens qui ont été expulsés au cours des années 50 et qui ne vivent pas seulement aux Pays-Bas, mais aussi un peu partout dans le monde, donc ça me fait un marché assez large pour mes films. Pour ce qui est de l'Indonésie, mes films ont seulement été montrés au cours de festivals.
puisque là-bas dans ces... Bon, bien entendu, ils ont reçu pas mal d'articles, il y a eu des articles qui ont été écrits à leur sujet. Et par contre, ils n'ont pas été montrés dans les cinémas, parce que là-bas, on ne montre pas de documentaires dans les cinémas. Il aurait fallu que je paye par moi-même, et y compris d'ailleurs pour la télévision. Il faudrait aussi que je paye par moi-même. C'est comme ça que marche l'économie libérale en Indonésie. Et par contre, leur diffusion marche très bien au marché noir. Je reprends juste un tout petit peu là. Juste pour savoir que nous, ici, quand on nous a contactés pour nous dire que Léonard venait à Douarnenez, j'ai la prétention de connaître le documentaire, ou d'autres qui sont parmi dans la salle. Léonard était, je pense, est très peu connu en France. Voilà. Si ce n'est moins que ce que je dis. Donc je pense que Douarnenez est le premier festival qui nous permet de découvrir le cinéma de Léonard. Et c'est vrai que moi personnellement c'est une vraie découverte. Et je suis surpris parce qu'en France, dans le documentaire, on est beaucoup dans ce cinéma direct, ce cinéma vérité, où il y a beaucoup de cinéastes, Philibert et d'autres, qui sont dans cette écriture-là, et qu'on n'ait jamais fait référence au travail de Léonard. Pour moi, c'est une grande surprise. Voilà. Donc, je trouve que merci Douarnenez. Voilà. Moi, je voulais juste revenir sur l'idée de trilogie, parce que j'aime beaucoup ce travail dans le temps. Et comment tu as gardé contact avec cette famille à Jakarta? Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu t'es dit, je retourne passer du temps là-bas avec eux et je fais un deuxième numéro ou un troisième numéro? Well, at first, after I made Eye of the Day, and the film was released in 9/11. In that year, near to that, just a moment after 9/11 happened, in the bomb, the plane at the Twin Towers. Twin Towers, yeah. And in that time, everybody wanted to know how does the biggest Indonesia, the biggest Muslim society of the world, how do they react to that? So that's why I thought, well, better we make a follow-up, because things were changing in the society, and they became more fundamentalistic. So that's why we thought, okay, let's focus on that. And because also it has a position, a shape of the moon, had a kind of open ending, I knew, well, I have to come back and make another one to make it all round. That's how we thought to make a trilogy out of it instead of just one film. La première chose, c'est que Eye of the Day est sorti juste après les attentats du 11 septembre des tours jumelles de New York. Donc c'est un moment où beaucoup de gens se sont demandé mais quelle est la réaction des Indonésiens en tant que plus grande nation musulmane du monde, que pensent les Indonésiens de ces attentats. Et il y avait beaucoup de changements qui s'opéraient à ce moment-là d'ailleurs en Indonésie, c'est pour ça que j'ai eu envie de suivre ça de près. Le fondamentalisme était en pleine ascension et je me suis dit il faut que je me focalise là-dessus. Ensuite, Shape of the Moon, si vous l'avez vu, se finit un petit peu sur un point d'interrogation. En tout cas, ça demande une suite. Donc c'est là que je me suis dit, il faut que je retourne pour vraiment clore le cercle et le faire sous forme de trilogie. Ce qui est intéressant dans les trois, c'est justement ce regard politique ou social sur l'Indonésie. Et à chaque fois, tu pointes les choses, mais sans être sans trop en montrer, sans être démonstratif, ni militant. Donc comment tu réussis je sais pas comment tu parles un peu de ta volonté de montrer les choses, mais en trouvant une juste distance, on va dire. Well, maybe because
of this perception I had, this politics, religion and economy, and I'm looking at it actually through that kind of glasses, you could say. So it shapes and makes my perception wanting to deal it in a certain way and shape it in that way. And then you put your own empathy in it to approach them, because that's also a thing. If you feel empathy with the person, it's more easy to get close to that person than when you hate somebody. It is something which is, I don't know how, but it does work that way. You can look at the dog, and when you hate the dog will bark at you and will bite you. But when you think, oh, it's a nice dog, you can pet it. That's also a way how we could shoot the rats and everything even. So when you think, oh, it's Mickey Mouse, so that's no problem. The rat will lick your, otherwise it will bite you. But that is something, and you give yourself a certain perception to look at it, and then from that you start to use your intuition to follow it, cover it. Tout ça, c'est une question vraiment de perception, peut-être d'abord parce que je m'étais donné, donc fixer ce trépied de politique religieux et économique pour chausser des lunettes afin de justement donner forme à cette perception. Ensuite, c'est votre propre angle, en fait, votre propre empathie qui rentre en ligne de compte. Plus on aime quelque chose, plus on arrive à bien le filmer. Évidemment, plus on le déteste, moins on y arrivera. Par exemple, si vous regardez la porte et vous vous dites elle est moche cette porte, vous la filmerez pas bien. Si vous commencez à dire oh là quelle jolie porte, vous finirez par arriver presque à la caresser. C'est un parallèle par rapport au rat que vous voyez dans mes films. On finit presque par se dire mais c'est Mickey qui est là. Donc en fait il suffit, c'est à vous de vous donner votre propre perception et ensuite à partir de cette perception de suivre votre intuition. En tant que documentariste, tu dis que tu es observateur, mais en même temps c'est un terme dans lequel tu n'es pas dans une position passive. Yes, of course. I am an observer. I mean, I should take a position of observer, but not subjective. No, not objective, but subjective. I'm a subjective observer who is aware that I am actually not really an observer, because I am an insider, I'm a participant. So I'm trying to shoot as a participant, but not physically participant, but a participant who is also an observer. And I think that's for me, that's the most honest way to deal with it, because you are there, you're breathing the same oxygen, and what do they? They do. So, and you're there. If they would be doing something which is actually illegal or something, you are also responsible. So, because you're there, you're a person among them. So that's why I also have to make my opinion about what I see. I also have to show my opinion about it, so without having to put it in words. So I have to put it in feeling. And what I do is I try to use camera movements to put my feeling in the shots, so that the audience also will have the same feeling as what I did during shooting. Many times that I've been crying behind the camera actually when they were crying. So. Bien sûr, je suis un observateur, mais je ne suis pas un observateur objectif. Voilà, je suis un observateur subjectif. Et à la fois, je ne suis pas vraiment un observateur parce que je suis à l'intérieur de ce qui se passe, je participe également. Je ne suis pas un participant physique, du coup je suis participant mais observateur à la fois. Et je trouve que c'est la manière la plus honnête de gérer cette situation et de la traiter. Mais c'est sûr que on respire le même oxygène et on est là quoi. Par exemple, s'ils font quelque chose d'illégal, eh bien, je suis aussi responsable parce que je suis là.
Et bien sûr, je me fais ma propre opinion de ce qui est en train de se passer et j'essaie de la montrer. Alors je la montre pas avec des mots, mais je la montre avec des sentiments. Et j'essaie d'utiliser les mouvements de la caméra pour montrer mes sentiments, pour essayer de faire en sorte que le public ressente avec ces mouvements de caméra les mêmes sentiments que j'ai eu en filmant. Et par exemple, beaucoup de fois j'ai pleuré derrière la caméra quand les gens devant la caméra étaient en train de pleurer. Vous utilisez beaucoup le plan séquence, vous semblez tendre toujours vers le plan séquence. Je voulais savoir pourquoi. Est-ce que c'est pour renforcer le réalisme de ces moments, alors que vous faites justement beaucoup de mouvements? Enfin, on pourrait croire que c'est manipulé parfois, mais évidemment ça ne l'est pas. Donc pourquoi le plan séquence? Et puis je voulais savoir quelle est votre conception de l'esthétique au cinéma? Yes, yeah, you could say plan sequence, but I'm really moving in. And often people think that things are not edited, but they are. But because the moment you use camera movements as a narrative tool, you have to cut from movement into movement, and then shots blend into each other. So feel like, so I can cut whole parts of it out, but because movements are similar, it all feels the same, and that's why I want to do that, because that's what my perception does. When I am among people and I'm trying to cover what is happening, I'm trying to be one of them, and among them, it's like a solar system. You know, solar system, you have the sun, and you have planets orbiting the sun. So these planets are these people, and the sun is the subject they're talking about or dealing with. And what I do is I go to the planets which has the biggest gravitational force, or you could say to the people who are most in an emotional state, and I go close to them and try to shoot from their perception, for their point of view almost, the scene, and then from them deciding when to go to the next person who is also in an emotional state, and using the gravitational force, you could say, of this emotion to go from one person to another, and almost surfing on the emotion of people to go from one to another, and let your lead to cover the event actually from the inside. And the only problem is I say, don't block the sun, because then you become an event in an event, and then people will look at you and say, hey, what are you doing? And as long as you stay making use of their emotion as a gravitational force, you are almost invisible for them. Oui, on pourrait parler de plan séquence, mais en fait, je suis toujours en mouvement. Les gens pensent qu'il n'y a pas de travail de montage, c'est pas coupé, mais en fait ça l'est. Mais l'idée c'est de couper avec le mouvement, et par exemple quand les mouvements sont similaires, ça ne se voit pas vraiment que c'est coupé et monté alors que ça l'est. Mais en fait ce mouvement-là, c'est ce que ma perception fait quand je suis parmi eux. En fait c'est comme un système solaire. Il y a le soleil, et puis il y a les planètes qui gravitent autour. Et les planètes, c'est les personnes, et le soleil, c'est le sujet dont ils parlent. Et l'idée, c'est de suivre la planète qui a le plus de force de gravitation, c'est-à-dire la personne qui est dans un état le plus émotionnel, et d'essayer de filmer quasiment de leur point de vue, de son point de vue à elle, à cette personne. Et ensuite décider quand est-ce qu'on passe à la prochaine personne qui se met à être celle qui est dans un état le plus émotionnel. Et voilà, c'est comme si je faisais du surf sur les personnes, entre les personnes qui sont le plus dans des émotions. Et je finis comme ça par arriver à filmer le sujet dont il parle depuis l'intérieur. Et bien sûr, l'idée, c'est de ne jamais bloquer le soleil, parce que si on se met au milieu, alors les gens vont commencer à me remarquer et à dire mais qu'est-ce que tu fais, et ça va bloquer
ce qui est en train de se passer. Et si on ne fait pas ça, on est quasiment invisible. Je sais pas, parce que je voulais enchaîner sur... je crois que c'est vraiment le moment que Léonard, tu puisses soit nous montrer avec quoi tu travailles, tu nous montres des extraits que tu as sélectionnés qui nous montrent un peu ce travail justement de tournage et pourquoi tu as cette fluidité, pourquoi tu as cette volonté d'être sur le plan séquence et aussi que tu as l'outil qui permet ça. Yeah, I just want to go a little bit through this because the thing is that I call this single shot cinema, which is not my, that's what I call it, but there are other people in the past who already wanted to be free and be doing the same things what I'm doing at the moment. Alors, je vais parler de ça, mais brièvement. Donc voilà, j'appelle ça le single shot cinema, qu'on va laisser en anglais. Et c'est la façon dont moi j'appelle ça, mais il y a d'autres personnes avant moi qui ont voulu être dans une même volonté de fluidité, de liberté de mouvement avec la caméra. So actually, here, I got inspired when I was shooting a scene underwater with Jordan Klein, who was a famous cameraman for the series Flipper. En fait, j'ai eu mon inspiration quand j'ai filmé des scènes sous l'eau avec Jordan Klein, qui est le filmmaker, un caméraman de la célèbre série Flipper. I had to direct the scene underwater, and I had made storyboards, but and I showed it to him, and I thought it would take 3 hours to shoot it, but he said, well, I can shoot it in 15 minutes. Et j'avais fait un storyboard et je devais diriger une scène et j'avais fait un storyboard et je lui ai montré. Et je pensais que ça prendrait 3 heures à filmer. Je lui ai montré et il m'a dit un quart d'heure. And then I thought, well, how? But then I went with him underwater and I saw how he was moving with his camera underwater, orbital movements, and shooting the scene of an actor who pretended to drown, all in one shot. Et je me suis dit, mais comment il fait ça? Et ensuite, je suis allée sous l'eau avec lui et j'ai vu comment il bougeait la caméra dans des mouvements en orbite pour filmer un acteur qui était en train de faire semblant de se noyer et comment c'était fluide. But he was a big man on the shore and walked slowly, but underwater he was like a ballerina. Et c'était un homme assez imposant qui marchait sur le rivage, qui marchait doucement, etc. Mais sous l'eau, c'était une ballerine. So, but I thought really I want to have this freedom on the shore. Et je me suis dit, je veux avoir cette liberté, mais sur le rivage. But there are other. So because I felt like a dinosaur trying to move with heavy camera around. Parce que je me sentais un petit peu comme un dinosaure quand j'avais ma caméra à bouger. And I made the film even with the big camera because I want to have this freedom. I want to imitate the freedom of the weightless camera on the shore. And I managed to make a film called Jemand auf der Treppe. That was a theater performance shot in one shot of 50 minutes. And I wanted to make the camera, who was almost 25 kilos, had to be floating around. Donc j'avais envie de ce sentiment de liberté et de flotter avec la caméra. Et j'ai fait un film qui était une performance théâtrale qui s'appelait... Here you see a behind the scene part. The name of the... Jemand auf der Treppe. Somebody on the stairs. Somebody on the stairs. Voilà, quelqu'un sur les escaliers qui durait 15 ou 50 qui durait 50 minutes et où j'ai essayé d'avoir la fluidité avec cette caméra de 20 kg. De 25 kilos, oui. De 25 kg. Because it was shot on HD, but HD in those days was still analog. Ça a été filmé en HD, mais à l'époque c'était encore analogique. Yeah, it was in 1994. C'était en 94.
So you see that there is a whole choreography in front and behind the camera in order to let the camera do what I wanted it to do. Donc vous voyez qu'il y a toute une chorégraphie et devant et derrière la caméra pour laisser faire à la caméra ce que je voulais qu'elle fasse. So the construction, now it's very slow, but it looks like this actually. Donc la construction, la structure est très lente et elle ressemble à ça. Yeah. I noticed that the freedom to move, that somebody else also wanted that. That's Murnau. And so he said this. Oui, donc une autre de ces références, c'est le Murnau qui a son rêve ici. I wish I had a camera that can move freely in space. J'aimerais avoir une caméra qui puisse se mouvoir librement dans l'espace. That at any moment can go anywhere at any speed. Et qui à n'importe quel moment peut aller n'importe où, à n'importe quelle vitesse. The play of pure movement, vigorous and abundant. Le jeu du mouvement pur, vigoureux et abondant. All this we shall be able to create when the camera has at last been dematerialized. Et tout cela, nous pourrons le créer quand la caméra enfin aura été dématérialisée. Only with this essential instrument shall we be able to realize new possibilities. Ce sera seulement quand cet instrument vital, essentiel existera que nous pourrons mettre en œuvre de nouvelles possibilités. The camera is the director's sketching pencil. It should be as mobile as possible to catch every passing mood. Donc la caméra est comme un crayon de bois pour sketching, pour faire des croquis si vous voulez. Elle devrait être aussi mobile que possible pour pouvoir capter chaque émotion, humeur qui passe. And besides him, so this was in 1922, when cameras were still heavy and clumsy. Donc ça, c'est une citation de 1922, quand les caméras étaient encore énormes et difficiles à manier. But later, Astruc, when cameras became smaller, he even said he's French. So. Et donc Astruc, plus tard, quand les caméras étaient devenues beaucoup plus petites, disait ceci: That is why I would like to call this new age of cinema the age of camera stylo, camera pen. Donc c'est pour ça que je voudrais nommer cette nouvelle période du cinéma du nom de caméra stylo, to become a means of writing just as flexible and subtle as written language. Pour que ce devienne un moyen d'écriture tout aussi flexible et subtil que le langage écrit. And also, another Frenchman, André Bazin, he said this, which is important. Et encore un autre Français, André Bazin, qui a dit ceci, très important aussi: The camera must be equally as ready to move as to remain still. Il faut que la caméra soit autant prête à bouger qu'à rester immobile. The camera has a human quality. It is a projection of hand and eye. La caméra a une qualité humaine, c'est presque la projection, de la main et de l'œil. Almost a living part of the operator, instantly in tune with his awareness. Elle fait presque partie de l'opérateur de prise de vue. Elle est en phase de manière à tout moment avec sa perceptivité, sa awareness, sa conscience. So in those days, actually, when I knew that when camera became smaller, I even did many things with the camera. I did disconnect the viewfinder from the camera, and so that's the device what I made. Et ensuite, quand les caméras ont vraiment été beaucoup plus miniaturisées, je me suis mis à déconnecter, si on veut, le viseur de mon œil et de promener la caméra sans avoir l'œil dans le viseur. Yeah. Up until there was a point that they invented this camera. Jusqu'au moment où ils ont inventé, où cette caméra, ceci que vous voyez à l'image, a été inventée. Yeah, this is a consumer camera, and when I just came on the market, I really thought, wow, now they understand that you have to move with the camera. But one way or another, this never ended up to become a professional camera. Donc ça, c'est une caméra grand public, et quand elle est sortie, je me suis dit, ah ça y est, ils ont enfin compris qu'une caméra c'est fait pour bouger.
Mais pour une raison que j'ignore, cette caméra n'est jamais devenue une caméra utilisée par les professionnels. So only after this, other cameras that had this little viewfinder. So I had to work with DV cameras and digital video cameras with a little screen on the side. Donc quand j'ai utilisé cette caméra pour la première fois, et je m'en suis servi avec un petit écran sur le côté pour pouvoir s'en servir correctement. And I had a handlebar, a L-shaped handlebar, and I had to make Tai Chi kind of camera movements in order to show its shape eye of the day. Et donc j'avais une poignée, elle était montée sur une poignée si vous voulez, et les mouvements qu'il fallait que je fasse avec cette caméra pour obtenir ce que je voulais, ça ressemblait un petit peu du Tai Chi, et c'est ce que vous avez dans Eye of the Day. And you have seen Eye of the Day, so you can maybe see a little bit of it, so you what I mean. Si vous avez vu Eye of the Day, ou si vous ne l'avez pas vu, vous allez pouvoir voir ce que je veux dire. And especially this shot. Et en particulier ce plan. To be in between the soldiers going. De sinuer entre les soldats qui avancent. And, but then I thought actually I need a camera that I don't have to hold like that, but I can open my hands. So I put two handlebars and on a little angle, so you could hold it and it would hang in your own hands. Et je me suis dit, bon, maintenant il faut que j'aille plus loin, il faut que j'ai une caméra que je ne sois pas obligé de tenir dans ma main. Et c'est comme ça que j'ai inventé ces deux ailes que vous voyez, et comme ça on peut se rapprocher beaucoup plus facilement. Yeah. And in this way I shot most of the film Shape of the Moon and also Position Among the Stars. Et c'est donc de cette manière que j'ai filmé la plupart de Shape of the Moon et de Position Among the Stars. And the good thing is, because you hold the leg, you can make shots like this with it. Et donc avec ce que vous avez vu tout à l'heure, on peut faire ce genre de plan que vous voyez là. This is of course not a documentary, it's just a little test what I wanted to try out with this device. Bien entendu, ce n'est pas dans un documentaire, mais juste un petit test pour montrer comment ça marche. So what I did, of course, I was running and then handed over to somebody who was lying in the back seat, and then he took over the camera. Bien entendu, ce que j'ai fait, c'est que je courais et puis après j'ai passé la caméra à quelqu'un qui était assis sur le siège arrière et qui lui a continué à filmer. So that's good when you work together, that you at least you do something like a collective shot. Donc en fait, quand on travaille comme ça, on peut considérer qu'on a fait un plan collectif. But that shot was not really steady, so I knew that I need something like this. This is called a gimbal that makes a camera steady. Mais comme la prise de vue n'était pas exactement stable, j'ai utilisé ce que vous voyez là qui s'appelle gimbal et qui rend qui apporte de la stabilité à la caméra. And I wanted to apply this device to the steady wings, which I call. Et donc j'ai cherché à appliquer ce que vous venez de voir juste avant, le gimbal, à la technologie aussi de l'aile double comme ça. But I didn't know how to do it because on the side it would bump it to the system itself. Mais je ne savais pas exactement comment faire parce que j'avais peur que ça crée des chocs à l'intérieur du système lui-même. Up until the moment that during a workshop, the students were handing a camera over each other, but at one point they put it suddenly upside down. Jusqu'au moment où mes étudiants, qui étaient justement en train de manier la caméra au cours d'un atelier, ont fini par renverser la caméra complètement. So that's why I thought, okay, of course, this is how I should do it. Et voilà, je me suis dit, c'est comme ça qu'il faut faire. So this is the Komodo Orbit, and this is actually the first prototype of this. I used, here you can see how it works, and it is steady always in all Voilà. way you hold it. Vous avez le Komodo Orbit devant vous et vous voyez à quel point, dans toutes les situations, il reste stable. Because it hangs in the center of gravity, and so il est au milieu du centre de gravité. And also upside down. So. Et même, vous voyez, la tête en bas, ça marche. And this is how I shot, for instance, this scene.
Voilà, c'est comme ça que j'ai with the filmé first cette scène, prototype. avec le premier prototype. And you see the scene visually. Here I was running forward and looking backward. Donc là, je courais en avant et je regardais vers l'arrière. Well, that last shot was a crane of a bamboo. Et le dernier plan que vous avez vu là, ça a été filmé à partir d'une grue en bambou. And then I thought, okay, if you do more things and you prepare, you know what you want to shoot, you can make that. I made this thing on the motorbike, so I can use this device in my hand and I can stand upright. So, like this. Voilà, et si vous savez exactement ce que vous voulez filmer et comment vous voulez filmer, ben vous pouvez inventer toutes sortes de choses, y compris par exemple cette structure que je mettais sur la moto, qui me permettait de filmer à la fois assis ou debout. And so this scene. Coba sejenak lihatlah ke sini, lihatlah diriku selalu bernyanyi untuk lewati hari demi hari. Hei kawan, engkau yang ada di sana, coba sejenak ke sini, marilah denganku bernyanyi, mengangkat suara segunda di hati. So I ate a little bit here. One thing, in order to be able to shoot everything in one shot, there's only one rule that I have. I always stay focused on the subject. And I do that with the camera movement, and that movement is in orbit, always orbit camera movement. And only go from one subject to the other, using an orbit. So they're in a split second, both in the frame, in the same frame, and then you can change your angle and go to the next one. Donc il y a une seule chose, une seule règle de base quand je tourne, c'est que je me focalise, je focus sur un seul sujet ou un seul personnage si vous voulez, et ensuite par un mouvement d'orbite je passe au second. Donc pendant l'espace même pas d'une seconde, ils sont tous les deux dans le même champ, et hop, après je passe à la deuxième, au deuxième personnage. Toujours en orbite. Ok. Après cette démonstration, est-ce qu'il y avait des questions? Je reviens à la question des dialogues de tout à l'heure, qui sont donc des dialogues construits, construits dans le sens que, au montage, d'après ce que j'ai compris, quels sont les autres moyens cinématographiques pour conserver la vérité psychologique de vos personnages? In editing, you reshape. You have, for instance, a reaction of people on things which could be on a different reaction, but similar. So that's what you do in editing. That's always like that. So
this is what the way you do it in editing. You have good sentences and you build the story, and what you can do is actually there is something happening in real life, and now the same thing as what she's doing now. She's writing it down, so she selects what is most important, and in order to condense it, you have to know what to leave out, because many times people say things double, so you don't use the double one. You just use these words in order to make the story coherent in the editing. Ce qui se passe dans le montage, c'est il y a des phrases bonnes. Par exemple, c'est quand il y a quelque chose qui se passe, voilà, c'est ce qu'elle est en train de faire en ce moment. Elle écrit et donc ça veut dire que elle sélectionne ce qui est important dans la situation. Et du coup, il faut savoir ce qu'il faut laisser tomber. Par exemple, quand les gens disent des choses 2 fois, et donc on prend ce qui est important, et c'est comme ça qu'on fait une histoire et un dialogue. Pour que ça reste cohérent. Pour revenir à votre travail, à votre technique, votre façon de travailler, ça veut dire que c'est toujours vous qui filmez et qui prenez le son. Vous n'êtes pas un réalisateur qui passe par un caméraman et un preneur de son. Donc ça, c'est une chose. Et l'autre chose, vous ne regardez pas ce que vous filmez. Vos yeux sont la caméra. Mais ça, c'est très difficile d'arriver à ça. Well, it is true, I do the sound as well, because what I do is I always go to the place where the sound is best, and from that angle I try to make my shots. And and often because I have to be part of the moment, I cannot be looking there at the camera all the time. I have to be among them, so I have to have the camera in my hand. And I have to be, if I want to make a shot of her, I can be talking to you, but I'm looking with the camera at her, what the pen she's writing, and then making a shot like that. But it is something what I taught myself, how to shoot without looking at your screen, and still be confident. And la mise au point. Le diaph, le zoom. The focus. You don't, if you just put it on automatic setting, focus, and you use an orbit, it will always focus at the center of your orbit. So then that's safe. And as long as the camera movement is right, framing is regarded right also for the audience. Pour le son, effectivement, c'est aussi moi qui prends le son. Donc je pars de là, je vais là où le son est bon, et je me dis qu'il faut que je filme la scène à partir de cet endroit-là. Et ce qui se passe, c'est que non, je regarde pas du tout dans le viseur pour filmer, et c'est ce qu'il faisait avec la bouteille d'eau là, il peut prendre des images de moi tout en parlant à quelqu'un d'autre, vous voyez, hop, comme ça. Et donc, oui, c'est quelque chose que j'ai appris à faire, filmer sans regarder dans le viseur. Après, il y a une question sur la mise au point. Et ben, si on le met en position automatique, normalement, ça marche. Évidemment, il faut utiliser le bon mouvement en orbite, comme j'ai expliqué un peu plus tôt. Et quand le mouvement est bon, alors le cadrage est bon. Une question, elle fait une remarque. Alors la question c'est, est-ce que vous avez breveté votre formidable comment ça s'appelle, volant de caméra? Oui. Et la deuxième remarque c'est, on a un documentaire, enfin on a un cinéaste absolument génial, il ne faut pas croire que même si on achète les uns les autres, on va filmer comme cela, c'est un grand progrès pour tous les cinéastes, mais je crois qu'il y en a peut-être un aujourd'hui devant nous, parce que vraiment c'est excessivement difficile. Voilà.
Oh, thank you. But I think it's you can learn it. I mean, that's also I'm teaching it how to do it and how to be free. What André Bazin wanted, what Astrid did, what Murnau said. I think it would be then we can just shoot by intuition. Don't have to think about the technique anymore, but just shoot the way we perceive things. Donc merci, mais aussi c'est quelque chose que vous pouvez apprendre, c'est quelque chose que j'enseigne, comment être libre, ce que Bazin, Murnau, Astrid voulait. Et une fois qu'on a la technique, on n'a plus besoin de penser à la technique et on peut vraiment être libre. Est-ce qu'il est beau peut-être que Yes, I have copyrighted. Oui, je l'ai breveté. It's very expensive. No, it's only for Europe, Australia, America, and yeah, actually only these areas. And but it is. I hope nobody will steal it. C'est breveté, c'est très cher, et je l'ai breveté que pour l'Europe, l'Australie et les États-Unis. J'espère que personne d'autre ne s'en servira. Où est-ce qu'il enseigne? Avec ces explications, on comprend maintenant ce que vous avez dit au sujet de votre intérêt pour Leni Riefenstahl. Mais n'avez-vous pas peur qu'elle vous jalouse beaucoup? En fait, je comprends maintenant que c'est la société indonésienne et la complexité dans laquelle vous êtes trouvé qui vous a amené à devoir inventer. Ça se sent très bien dans les films. Il n'est pas possible d'approcher cette réalité indonésienne à travers tous les aspects de la rue, etc., sans trouver aussi les moyens de le faire. Mais cela signifie aussi qu'en dehors de votre performance, cette société vous a profondément changé. Et elle vous met maintenant au seuil de nous montrer autre chose. Les réalités que vous ne soupçonniez pas d'abord. That's true, of course. It's I have also get inspiration from this world, and which was something what I've been using when I was filming. That I did in the past. I did, for instance, what also comes from Asian countries is martial arts, for instance. So I did a lot of Tai Chi and using because I did karate in the past, so I knew how to balance and all these things. But to be able to teach people filmmaking like martial art, it was more difficult. And I knew that if I would persuade Western people to shoot the way I do, they need a tool. One way or another, everything in the West, it is always an invention that changes something. So I thought, okay, then I have to make a tool so that enables them also to make the same kind of camera movements and what I do. Because I want it to be common good for the whole world to shoot in this way. So that's what I actually brought, and that's why I made this tool, which for me is more an instrument than a tool, because you can put your emotional things in it. But of course, at first it was inspired by my interaction with my back culture in the East. Oui, c'est vrai. J'ai pris mon inspiration de là-bas et du monde que j'ai fréquenté. Mais aussi, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux. C'est pour ça que je parlais de mouvements qui ressemblent au tai chi. J'avais fait du karaté avant. Et je me suis dit que si je devais enseigner à faire des films comme les arts martiaux, il fallait que que j'invente des outils, notamment pour le monde occidental. Et bien sûr, c'est des inventions qui peuvent changer les choses. Et je voudrais que cet outil devienne un bien commun qui soit utilisé par les gens. Et bon, plutôt que d'outils, je préfère parler d'instruments parce qu'on peut mettre ses émotions dedans. Mais bien sûr, donc c'est
c'est mon vécu en Indonésie qui m'a inspiré. Oui, pour reprendre un peu l'idée de cette technique liée peut-être à un contexte où vous filmez, j'essayais d'imaginer, je ne sais pas si vous avez filmé de la même façon avec autant de mouvements de caméra, un film fait en Hollande avec des Hollandais par exemple, ou avec d'autres populations, parce que j'ai l'impression que ça colle vraiment avec un rythme des corps et de la ville, de la vie en Indonésie, en tout cas dans les quartiers où vous êtes allés. Donc ça c'était une question, voilà, de savoir si vous l'avez expérimenté dans d'autres contextes culturels. Et juste un commentaire en complément, parce qu'en fait, ce qui est souvent, il y a des réalisateurs qui sont plus dans le parti pris de la caméra fixe, parce qu'en général, c'est vrai qu'on voit le mouvement de caméra comme l'erreur du débutant. Souvent, donc dans les ateliers caméra, on apprend aux gens à construire un cadre, etc. Donc vous prenez le contre-pied et c'est très très intéressant justement. Mais est-ce que par exemple, parfois après coup, vous avez des doutes sur est-ce que vous auriez pu rester plus fixe ou continuer sur le mouvement? Je vais prendre deux exemples. J'ai vu votre film hier, The Eye of the Day. Il y a une séquence avec un enfant qui est dans un train et il regarde la route et donc la caméra elle passe dehors. On se demande d'ailleurs comment vous filmez ça. Et l'enfant d'ailleurs regarde deux fois vite fait la caméra. Vous revenez à l'intérieur du wagon. Enfin bon. Et à ce moment-là, par exemple, moi par exemple j'avais un peu du mal à sentir pourquoi tout ce mouvement. Par contre dans d'autres séquences, je trouvais que c'était complètement justifié. Par exemple, quand la grand-mère essaye de faire tomber quelque chose d'un arbre, d'un cocotier, elle n'y arrive pas. Et là, je trouve que ça donne une dimension comique qui est très très... C'est-à-dire que parfois, j'ai l'impression que le mouvement apporte vraiment quelque chose à la scène cinématographiquement, et parfois, voilà. Donc, par rapport à ça, quand vous revoyez les films, parce que là, c'est un premier film que vous aviez fait au début, quel est votre regard là-dessus, en fait, sur la nécessité du mouvement? Yeah, for me, the movement is the essence of cinematography, actually, because otherwise it's photography. For me, when the camera stands still, you give the audience the freedom to interpret it the way they want. Well, I want to give them my interpretation by the way I move. And like, for instance, the little boy in the train, I went around him. I just wanted to know, is it a street kid or not? And you can see that if he has bare feet. And that's what I wanted to focus on. So I went around him to make that shot, and I think it's still beautiful and it works. But the thing is that because I'm the only one in those days who were making that kind of shots, people are not used to that, and then because people are too much aware that the camera is a physical thing. But if also the audience will feel the camera as not physical, dematerialized, then you will accept all these movements and express and feel it as an emotional expression of the filmmaker. So if there would be a shot where I would have thought, oh shit, I should have hold the camera still, then probably I would not end up using it in the editing. All the shots that are there are shots I agree with and I'm happy with. And was first. Yeah, but you can see afterwards. I'll bring back another request. Il y a la première Oui, non, on va le faire dans le même ordre, c'est pas grave. Je lui reposerai la question après. Bien sûr, pour moi, le mouvement, c'est l'essence même du cinéma, sinon ce serait de la photographie. Et comme ça, avec le mouvement, on donne au public des manières, des possibilités d'interpréter ce qu'ils sont en train de voir. Et j'aimerais leur donner à travers le mouvement ma manière d'interpréter les choses. Et par exemple, pour la scène du garçon, moi je me demandais est-ce que c'est une rue, qu'est-ce qu'il y a dans cette rue? Et on peut voir par exemple qu'il est pieds nus. Je lui ai tourné autour pour filmer. Et donc moi je trouve que ce plan est justifié. Mais bien sûr, comme je suis un petit peu le seul à utiliser cette technique, les gens ne sont pas habitués et pensent encore à la caméra comme un objet matériel, physique. Mais si on commence à avoir l'idée que la caméra se dématérialise, alors on peut accepter que c'est une façon
d'avoir l'expression des émotions du réalisateur. Et bien sûr, s'il y a un plan dont je ne suis pas satisfait ou je regrette par exemple d'avoir bougé, je ne l'utilise pas au montage. Tous les plans que j'utilise, c'est des plans que j'assume et qui me plaisent. No, I do also use the camera in all the contexts. On YouTube you can see a film called Raw Herring. That's a film what I made about a fisherman from the Netherlands fishing for the herring fish, and so that's also where I use it. But I also sometimes work as a DOP, director photography, and there I'm only using camera movements. Non, ces mouvements de caméra, en fait, je les utilise dans d'autres contextes, dans tous les contextes. Par exemple, sur YouTube, vous pouvez voir un film qui s'appelle Raw Herring, sur des pêcheurs qui pêchent le hareng en Hollande. Et voilà, donc c'est avec la même technique. Et je travaille aussi comme directeur de photographie et j'utilise les mêmes mouvements de caméra. On nous a montré des différents équipements, caméra orbit et un autre que tu as utilisé avant pour le film Shadow of the Moon. Mais tu m'as parlé d'un camera wings. Est-ce que ça se trouve ici aussi, que tu as utilisé ou pas? The thing is that it enables you to hold the camera fairly in its center of gravity. That's the whole trick of the Steadicam also. Steadicam hangs the camera in the center of gravity. The problem is the Steadicam uses also a gimbal joint, but he only uses one gimbal joint underneath the camera, and by counterweight underneath, the whole body of the camera becomes bigger, and then you hold it in the center of gravity. But then the problem is that it has this counterweight, so it's more heavy. And the steady wings, having it, that enables you to hold it also, but that the camera hangs in its own center of gravity, no counterweights. So that is an achievement, I think. So that makes you much more free to move. Only when I used also the gimbals there and put it upside down, the orbit, then it had all the same steadiness as the real Steadicam, because it was really hanging in gimbals, and you have the flexibility of movement. So it's not only stability but also flexibility. So the steady wings is the handles without the gimbals. Yes, steady wings is actually the handles without the gimbals. I don't understand the word gimbal, by the way. The little joint that you showed before. Oh yeah, okay, that's the other thing. Okay, donc voilà ça. Ah, gimbal, right? Okay. I thought it was G-A-M-B-L-E, another, you know. But anyway. Donc voilà, la question portait donc sur l'aile, celle-ci que vous voyez, hein, l'aile camera wings comme il appelle. Alors, c'est tout est une question de centre de gravité en fait. Avec la Steadicam, hein, on peut avoir la même stabilité à peu près, mais le problème de la Steadicam, c'est qu'elle est équipée d'un contrepoids, alors qu'avec cet appareil là que vous avez les Steady Wings ici, plus en plus l'autre appareil articulatoire que vous avez vu juste avant sur l'autre image, les deux combinés font qu'on peut avoir la même stabilité qu'avec une Steadicam, mais sans la lourdeur de ce contrepoids. Mais par contre, c'est pas possible de mettre toutes les caméras sur ce genre de système. Well, for me, up till about 5 to 7 kilos I can have, but and most cameras nowadays, also professional cameras, are, I don't know if you're a fair cameraman, but
you have the red camera. I've been shooting with the camera, the red, R-E-D, red, with a wide-angle lens. And I shot a dance film in India, which is now in the editing suite, and it works very well. So. En ce qui me concerne, je travaille jusqu'à 5 à 7 kilos, il n'y a aucun problème. Je ne sais pas si vous avec quelle caméra vous travaillez. Moi, je travaille avec des caméras RED, R-E-D, et j'utilise un grand angle. En ce moment, il y a un film que j'ai tourné en Inde qui est en montage et ça marche très bien. Ok. Ah. Don't collapse the orbit. Can't collapse. No, the orbit, no, not yet. I'm working on a version. Tu peux traduire toi-même. Collapse the orbit, I see what you mean. Ici, il a une version dont on peut fermer. Ah d'accord, ok. Une Voilà, version dont on peut fermer pour que ce soit encore plus petit. L'orbite avec L'orbite. le gimbals. Ah oui, avec le coude articulatoire. I have it here even, so maybe you will see Ce it. sera plus simple, visuel. Voilà l'engin. Ah bon, enfin, plus vrai. With your thumb you can control. Avec le pouce, on peut bouger. Oui, l'angle de la caméra, c'est le pouce qui le dirige. If you want to try it after. Si vous voulez essayer après. Après, si vous voulez, vous pouvez l'essayer. Oui, Une question d'abord. Je vais juste demander si on fait découvrir les films de Léonard, si on peut les trouver moins spectaculaires. I don't know here in France, but in UK you have them. There's a distribution in Australia, in many other places, in US also, in the Netherlands. But there are also torrents on email and on the website. People had sometimes told me that they've seen it through a torrent. I tried to find them, I couldn't find them, but I don't know. But there are torrents that you can see them. En France, je ne sais pas s'il y a un distributeur. Il y en a en Grande-Bretagne, en Australie, aux États-Unis, aux Pays-Bas. En France, je ne sais pas. Mais par contre, il y a aussi des torrents. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils l'avaient trouvé sur Internet. Moi, j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé, mais il paraît qu'il y en a. Et, Torrent, c'est une application qui permet de télécharger des films, notamment illégalement. Moi, quand j'entends torrent, j'ai parfois ça me fait peur. C'est de télécharger les films sur Internet. Moi, je reviens un peu à... on va pratiquement terminer. Je voudrais savoir pourquoi il n'y a pas eu un 4e numéro dans la trilogie. Et... Well, I think 3 is a large number, and I think I've been back to the family, and what is happening now, I don't know how it relates to the rest of the country, what's happening. If you want to know, Tari, she has finished her school and her study, and I managed, even through me, I could get her a job at the television station in Indonesia, but after half a year, because she had a boyfriend and then she was pregnant and then she had to marry, so now she doesn't work anymore, she has the baby, so it's, life goes on actually. Donc sa grand-mère est fière. So the grandmother is proud. Yes, the grandmother is proud, and the grandmother is, well, she's getting older now, so you really see that she's almost 80, I think.
So it's everything what happens now is actually what you would have expected, I think. Only the wife of Bhakti, she passed away a few years ago. She had a tumor and they couldn't get rid of it. C'est aussi que ce qui se passe maintenant, je ne sais pas comment on pourrait le relier au sujet des 3 premiers films. Du coup, si vous voulez savoir, Tari a fini l'école, elle a fini ses études, elle a réussi à avoir un job, un emploi à la télé, plus ou moins à travers moi. Mais bon, elle avait un petit copain, du coup après elle est tombée enceinte, donc elle a dû se marier, donc maintenant elle ne travaille plus, elle élève l'enfant. Bon, voilà, la vie continue. La grand-mère, est-ce que la grand-mère est fière? Oui, la grand-mère est fière. Elle est plus âgée maintenant, elle a à peu près 80 ans. Bon, et... Oui, mais avant ça, il y a autre chose. Et avant ça, il y a autre chose, mais c'est pas grave. Et aussi, la femme de Bhakti est morte il y a quelques années, elle avait une tumeur et elle n'a pas pu la faire enlever. Elle n'a pas pu avoir d'enfants. She couldn't have children. Bhakti's wife. No, they tried a lot, but they didn't manage to. And then she thought she was pregnant and appeared to be the tumor. It was quite dramatic. Du coup, ils n'ont pas pu avoir d'enfants, ils ont essayé, mais ça n'a pas marché. Et ensuite, elle a cru qu'elle était enceinte, la femme de Bhakti. Et en fait, c'était la tumeur. Et Bhakti s'occupe toujours d'animaux? No, last time I was just doing this motorbike taxi and he started drinking again, so it's not so nice. Donc, non, il s'occupe plus d'animaux. La dernière fois que j'ai vu, il était taxi. Et aussi, il a recommencé à boire, donc c'est pas tellement... C'est pas très bon. Christian, qu'est-ce qu'il enseigne? Oui. I was, the last 3 years, I was lecturing at New York University in Abu Dhabi and in New York. But now I finished my contract because it was a kind of research professor that I was there. And I finished my research and ended my contract, so now I'm making films again, but also traveling around a lot, teaching single-shot cinema all over the world. This month I'm going to China, a month after that to Cairo, and so I keep on rolling. Not yet. J'ai été professeur à l'université de New York, à Abu Dhabi pendant 3 ans, mais c'était un contrat seulement pour 3 ans pour une recherche particulière, donc il s'est terminé. Et sinon, je voyage beaucoup, j'enseigne le single shot cinema un peu partout. Par exemple, le mois prochain, je serai en Chine, après je serai au Caire. Voilà, donc je voyage beaucoup et je donne mes masterclass. Bon, est-ce qu'il y a une dernière question? Merci. Non. Bah alors, je crois qu'on peut dire merci à Léonard. Merci beaucoup pour ce film. Je voudrais aussi qu'on applaudisse Stéphane et Solène. Alors, merci et bonne continuation.